Zone de libre-échange continentale africaine. Les représentants des pays de la CEDEAO, partenaires techniques et financiers, se sont réunis pour faire l'examen technique du projet de stratégie régionale pour la mise en œuvre de la ZLECAf. Lutte contre le cancer de la prostate, les journalistes se font dépister à l'occasion du mois de novembre bleu. Une première édition co-organisée par Clicodoc Afrique, la fondation Agir contre les cancers. Dans le cadre d'une action sociale, le Rotary Club Phoenix de Yopougon a lancé ses activités dans la commune. Parmi ces activités, la contribution à la prise en charge sanitaire d'un enfant souffrant d'une maladie rare et très grave. Madame, Monsieur, vous êtes bien au rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. Soyez les bienvenus. La zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf est un projet de zone de libre-échange en cours de création sur l'ensemble du continent africain. Ce mardi à Abidjan, les représentants des pays de la CEDEAO, les partenaires techniques et financiers se sont retrouvés. Objectif, faire l'examen technique du projet de stratégie régionale de la CEDEAO pour la mise en œuvre de la ZLECAf. C'est un élément signé Mondésir Nascimento, Richard Akeke et commenté par Konena Nourgo. C'est une rencontre de 3 jours initiée par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle s'est ouverte ce mardi 23 novembre et a rassemblé les experts des pays membres de la CEDEAO, les organisations sœurs, notamment l'UEMOA et la CEA, Commission économique pour l'Afrique. L'objectif est de permettre l'examen technique du projet de stratégie régionale de la CEDEAO pour la mise en œuvre de la ZLECAf. La ZLECAf, défini comme étant la zone de libre-échange continentale africaine. Il est un projet issu de l'insuffisance des transactions commerciales entre les pays africains. Cela représentant un défi, mais également source de création de milliers d'emplois, les chefs d'État se sont accordés pour mettre en place ce grand marché. La commission de l'UEMOA est vraiment honorée à double titre de voir que ces souhaits, ces attentes exprimées ces dernières années, ces derniers temps, ont été prises en compte au niveau de la commission de la CEDEAO qui l'associe toujours à ces cadres de réflexion pour la mise en œuvre de cet accord très important, de cet accord historique pour notre continent. Les gouvernements africains ont pris la décision historique d'adopter la ZLECAf en 2018. Cette zone est la plus grande au monde en termes de pays participants depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. Plusieurs activités vont meubler cet atelier de 3 jours. Il sera question notamment de l'état des lieux des principales dispositions institutionnelles, de l'élaboration et de la mise en œuvre des stratégies nationales ZLECAf, de la revue du document régional intérimaire ZLECAf et de la mise en place d'un comité régional sur la stratégie régionale ZLECAf de la CEDEAO. Une information sur la promotion du genre dans cette édition. La tribune d'information dénommée le bâtisseur de l'Organisation des professionnels spécialisés en développement suit son cours. Pour la 11e édition, c'est la dirigeante de la société coopérative Kayat qui était l'invitée. Elle a partagé le week-end dernier son expérience dans la promotion du genre en Côte d'Ivoire. Mireille Abalé et Doumbia Ayouba. Permettre aux femmes d'avoir des revenus additionnels afin de subvenir à leurs besoins et celui de leur famille, c'est l'un des objectifs majeurs de la société Kayat, société coopérative agricole spécialisée dans la production, la vente locale et l'exportation de fèves de cacao. À ce jour, ce sont 500 femmes productrices qui bénéficient de l'accompagnement de la société. C'est ce que Awa Bamba, directrice de la société Kayat, est venue dévoiler comme contribution dans la promotion du genre dans les sociétés coopératives à l'occasion de la 11e édition de la Tribune de l'information, le bâtisseur. Nos actions en faveur de l'autonomisation de la femme. Il y a d'abord la formation que nous avons menée pour permettre à ces femmes d'avoir confiance en elles-mêmes d'abord, parce que ce sont des femmes qui sont restées longtemps marginalisées. Donc il fallait d'abord
les former, les faire comprendre qu'elles ont des capacités pour pouvoir développer leur communauté et qu'elles devaient les mettre au devant. À travers cette action, la directrice de la société coopérative Kayat veut mettre fin à toute forme de discrimination, en particulier celle basée sur le genre. Pour approfondir la contribution dans la promotion de la gente féminine, plusieurs perspectives sont annoncées. Nos perspectives aujourd'hui, c'est de pouvoir obtenir une unité de transformation qui va donner une plus-value à ce qu'elles font déjà. La tribune d'information qui a servi de cadre d'échange est une initiative de l'organisation des professionnels spécialistes en développement pour permettre aux acteurs de pointer du doigt des sujets concrets de la société. Ce mardi 23 novembre 2021 s'est ouvert à l'École nationale supérieure du campus de Cocody l'atelier bilan des projets d'appui à l'auto-évaluation des universités du CAMES, initié par l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, par son Institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire. Il regroupe des experts et a pour but de finaliser les projets d'appui à l'auto-évaluation. Philippe Zabo et Ezekiel Siri y ont pris part. Ce sont 15 enseignants et chercheurs des universités du CAMES de 8 pays différents qui planchent depuis ce matin sur la restitution finale du bilan des projets d'appui à l'auto-évaluation des universités du CAMES. Pour chaque représentant d'université, de valider une méthodologie d'auto-évaluation commune, puis valider une méthodologie d'auto-évaluation particulière pour, in fine, se passer de l'expertise internationale et aboutir à la bonne gouvernance. Alors nous sommes ici aussi réunis parce que cet atelier vise à faire le bilan de l'utilisation d'un guide méthodologique de l'auto-évaluation que nous avons mis sur pied avec un certain nombre d'experts de l'espace CAMES il y a de cela 2 ou 3 ans et qui a été testé maintenant à plus grande échelle. Et nous sommes en train de vérifier évidemment les effets de ce guide, son impact sur les processus d'accompagnement, car nous voulons alléger ces processus d'accompagnement en faisant moins appel à d'expertise externe. Donc c'est le processus d'auto-évaluation dont l'objectif est de donner aux partenaires l'assurance que ce qu'ils reçoivent de nous est de qualité. Et nous sommes là maintenant pour faire le bilan. Est-ce que nous avons bien fait d'introduire nos universités dans la vague des auto-évaluations? Est-ce que le guide qui a été rédigé permet à nos universités de faire des auto-évaluations et de tendre vers les accréditations et la qualité des institutions? Et ça, on va le dire. Les collègues qui ont participé au processus vont le dire aujourd'hui. Et comme aucune œuvre n'est parfaite, le guide sera probablement remanié. La phase pilote et la phase test du guide méthodologique de l'auto-évaluation s'est déroulée de 2015 à 2020. Elle a concerné 38 établissements d'Afrique membres du CAMES. Les conclusions de cet atelier sont attendues pour ce jeudi 24 novembre 2021. La Covid-19 toujours d'actualité. Le 16 novembre 2019, la Covid-19 fait son apparition en Chine. 2 ans après, nos habitudes sont toujours chamboulées par cette maladie. Pire encore, elle continue de faire des victimes. Afin d'apporter sa contribution dans la lutte contre la maladie à coronavirus, le FONSTI, entendez, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, a initié un petit déjeuner autour de la question. Konena Nourgo et Doumbia Ayouba. Petit déjeuner de l'innovation organisé par le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, ce mardi à Marcory. À cette 3e édition, la question des défis scientifiques et technologiques du Covid-19 en Afrique fait l'objet d'échanges. Pour le professeur Kakou Ngazoa Solange, les défis sont nombreux pour le continent. Ils vont de la dépendance de l'Afrique à l'extérieur à la pénurie de scientifiques, en passant par le manque de financement des projets de recherche. Afin de pallier à ces problèmes, elle propose des solutions. L'Afrique est confrontée à de grands défis scientifiques, en commençant par la pénurie même des chercheurs qualifiés en Afrique, qui sont capables de faire de la recherche pour produire des vaccins. La solution, c'est de continuer les réformes structurelles. Il faut qu'il y ait des réformes, il faut qu'on passe aussi à financer la recherche, il faut qu'il y ait plus d'argent pour la recherche et il faut aussi promouvoir la science, promouvoir l'excellence en Afrique. En Côte d'Ivoire, c'est plus de 61 000 cas confirmés de coronavirus
environ 60 000 cas guéris et 702 décès. Malgré ces chiffres effrayants, les mesures barrières sont de moins en moins respectées. Pour expliquer le phénomène, le professeur Yoroblé a passé au peigne fin l'approche socio-anthropologique des connaissances, attitudes et comportements des Abidjanais face à cette pandémie. Tout cela relève du fait que les Ivoiriens, et l'étude l'a révélé, méconnaissent vraiment la forme asymptomatique de la maladie. Donc ils ne sont pas sensibilisés au fait qu'on peut être en bonne santé et avoir le virus en soi et le transmettre à autrui. Et je pense que c'est là qu'il faut vraiment les sensibiliser. Parler de Covid-19 à ce petit déjeuner de l'innovation, c'est une manière pour le FONSTI d'apporter sa contribution à la lutte contre la pandémie et promouvoir par la même occasion les personnalités de premier plan de la recherche. Nous avons organisé ce petit déjeuner pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'investir sur la recherche au niveau de la Covid. La deuxième motivation pour l'organisation de ce petit déjeuner de l'innovation sur la Covid, c'est de montrer à la communauté nationale que malgré la modicité de nos moyens, nous avons des ressources humaines de qualité. Rappelons que le FONSTI a été créé en 2018. Il est destiné à financer les projets de recherche scientifique et d'innovation de haute qualité. On annonçait cette page santé en titre. On connaissait tous le mois d'octobre rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Et bien désormais, le mois de novembre est dédié à la lutte contre le cancer de la prostate chez l'homme. À l'occasion justement de Novembre Bleu, les journalistes de Côte d'Ivoire ont été sensibilisés et dépistés. Cette première édition a été co-organisée par Clicodoc Afrique, la fondation Agir contre les cancers. Pierre Tebeu et Marius Siri nous en parlent. Après Octobre Rose et la mobilisation en faveur de la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, novembre est le mois de lutte contre le cancer de la prostate. Selon les statistiques, on diagnostique ce cancer chez un homme sur 8. En Côte d'Ivoire, sur 17 300 nouveaux cas de cancer diagnostiqués en 2020, 2757 cas sont des cancers de prostate. Cette campagne de sensibilisation a été une occasion pour les docteurs Mbochre Kwame, urologue, et Sangaré Hassan, oncologue, à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie d'Abidjan, de mettre l'accent sur ces cancers encore trop tabous et de sensibiliser les journalistes présents à l'importance du dépistage. Lorsque vous ne venez pas vous faire dépister à temps, on a la maladie qui progresse. Vous arrivez à l'hôpital déjà à un stade très avancé de la maladie et ça devient maintenant compliqué pour la prise en charge parce que en ce moment-là, il n'y a plus grand-chose qu'on puisse faire si ce n'est que de vous accompagner avec certaines mesures. Donc on devient médicalement limité à l'offre de traitement qu'on peut vous proposer. L'idée d'organiser cette campagne de sensibilisation est de bien informer les hommes de médias sur cette maladie pour qu'à leur tour, ils puissent mieux informer le public. Rarement nous parlons du cancer de la prostate. Et donc nous avons donc pris l'initiative avec la PRISAM et Clicodoc cette année d'organiser Novembre Bleu, mais de manière spécifique adressée aux hommes des médias. En nous disant que l'information qu'ils vont recevoir va leur permettre d'encore mieux informer leurs lecteurs, leurs téléspectateurs et leurs auditeurs internautes. Donc c'est important d'accompagner ceux qui informent afin que l'information soit la plus crédible, la plus vraie, la plus vérifiée possible. Ils ont été bien édifiés à la fin du panel présenté par les spécialistes. Novembre Bleu a donné l'occasion à ces hommes de médias de dire toute leur satisfaction au comité d'organisation. Nous faisons un travail vraiment très absorbant et finalement nous oublions que nous sommes des humains et qu'à tout moment que nous pouvons tomber. Si nous faisons vraiment ce métier de journaliste, ce noble métier, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Alors pour pouvoir rester en bonne santé, il faut véritablement profiter de ces initiatives-là où on nous offre par exemple des dépistages gratuits. La question de la prostate est quelque chose de réel. Et pour nous, au sortir de ce jour, de cet entretien, nous nous sommes rendus compte qu'il est fondamental de pouvoir, de façon précoce, participer à la prévention. Le dépistage précoce est donc important. Il repose sur 2 examens médicaux principaux, le toucher rectal et la prise de sang pour mesurer le taux de PSA, de cholestérol et de cholestérols. 2 examens médicaux principaux, le toucher rectal et la prise de sang pour mesurer le taux de PSA, de cholestérol et de cholestérol. Le toucher rectal est donc important. Il repose sur 2 examens médicaux principaux, le toucher rectal
l'antigène spécifique de la prostate. L'activité s'est poursuivie avec le dépistage gratuit contre la prostate à tous les journalistes présents à la cérémonie. Le Rotary Club Phoenix de Yopougon a lancé ses activités au lycée municipal Pierre Gadier de la commune le week-end dernier. À l'ordre du jour, honorer les anciens présidents, mais surtout contribuer à la prise en charge sanitaire du petit Alexandre souffrant d'une maladie très rare et grave. Philippe Zabo et Richard Akeke. Il s'appelle Ouattara Alexandre Anthony. Il souffre d'achondroplasie, une maladie génétique rare qui touche les os et l'empêche d'avoir une croissance normale. Pour ses soins, une prise en charge de 5 millions est nécessaire et il doit se rendre à l'hôpital Necker de Paris. Sa mère, n'ayant pas les moyens, a lancé un cri de cœur entendu par le Rotary Club Phoenix de Yopougon. Cette action consiste à lever des fonds et le mettre à la disposition de la mère de l'enfant pour les soins à l'étranger de l'enfant. Je signale aussi que l'enfant doit faire des soins sur un certain nombre d'années, en France, pas en Côte d'Ivoire. Et donc, ce sont des soins qui sont très onéreux. Et donc, le Rotary a décidé de venir en aide à cette mère-là. La mère de Ouattara Alexandre, heureuse de recevoir ce chèque de 1 million, a remercié les membres du Rotary Club Phoenix de Yopougon. C'est grand merci. Grand merci d'avoir jeté l'œil sur le cas de mon fils et de se motiver, de se mettre avec nous les parents pour le bien-être de l'enfant. Parce que tout enfant a droit au bonheur, tout enfant a droit à la vie. On peut naître différent, mais aujourd'hui on a vu que ce sont les hommes, les personnes les plus fous qui étaient hors normes qui ont changé le monde. On peut naître dans des situations moins favorables, mais c'est à nous de pouvoir transformer cela. Et c'est l'amour qu'on donne à nos enfants, c'est l'amour qu'on reçoit et puis la sincérité de ce qu'on fait. Vous voyez, en tant que mère, je pouvais rester triste, pleurer, mais qui allait m'aider? Aujourd'hui, qui veut voir une mère qui est toujours en train de pleurer? Je me suis dit non, ce n'était pas le choix à faire. Il fallait changer de manière, être heureuse et puis foncer. Ne pas me laisser limiter par les moyens, combien de millions. Non, moi, ça, ce n'est pas mon problème. Je me lève, c'est dans l'action que l'argent va venir, ou bien les moyens vont venir. Donc voilà, je profite aussi de l'occasion que vous me donnez de lancer un appel à ces moments-là qui sont dans des situations difficiles, peut-être plus difficiles que la mienne, mais de ne pas cacher leur enfant, de les faire sortir, de les laver, de les habiller, de les parfumer, de sortir avec l'enfant avec fierté. Peu importe le regard qu'on leur jette, ce n'est pas ça le plus important. Le second volet de la cérémonie a consisté à honorer les anciens présidents du Rotary Club, appelés Past President, ceux-là même qui ont contribué à la création du Rotary Club Phoenix de Yopougon. Puis, le programme des actions futures a été dévoilé. Et pour ce mandat-ci, notre première action, c'était l'action en faveur du jeune Alexandre. La seconde action sera donc le don de kits d'accouchement dans des maternités. Donc on est en train de prospecter pour trouver la maternité qui a le plus de besoins dans ce domaine. Le Rotary Club Phoenix de Yopougon est né en juin 2021 dans les locaux du lycée municipal Pierre Gadier de Yopougon. Il est à sa première activité. Alors que les élections à la mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire sont annoncées pour le 11 décembre 2021, le candidat de la liste Agir pour une MUJFC solidaire dénonce des irrégularités dans le processus. C'est la quintessence de la conférence de presse tenue ce 23 novembre à Abidjan par le candidat Bliblé David de la liste AMS, Pierre Tebeu et Ézéchiel Siri. Pour l'élection des délégués de la MUJFC prévue le 11 décembre 2021, le comité électoral national a réceptionné 1562 dossiers individuels de candidature, dont 275 dossiers rejetés, soit 17,6%. Parmi ces dossiers rejetés, 10% de faux casiers judiciaires ont été découverts d'après la commission en charge des élections. Ces listes, entre autres rejetées dans plusieurs sections électorales, sont celles de Performance et bien-être, Rassemblement et changement, Agir pour une MUJFC plus sociale, Transparence, solidarité, unité. Devant cette situation du rejet de sa liste, le candidat de la liste Agir pour une MUJFC plus sociale dénonce des irrégularités. Le résumé de cette conférence de presse, ce n'est peut-être même un seul mot, une forfaiture pour une fraude massive
qui a été préparé sur la liste électorale avec le retrait de plus de 41 000 retraités. Et ça, je le déplore en tant que leader syndical parce que nous sommes les défenseurs des droits humains et des droits matériels et moraux des travailleurs. Entre nous, travailleurs, lorsque nous nous réunissons pour faire une compétition, elle doit être saine. Il appelle à l'arbitrage des hautes autorités pour rétablir la liste AMS pour éviter une mauvaise élection à la mutuelle et propose une élection plus inclusive, équitable, juste et transparente. C'est que nous voulons pour la paix sociale que le gouvernement de Côte d'Ivoire, en l'occurrence, Monsieur le Premier ministre, s'en saisisse la situation pour que nous puissions régler cette question et pour que la compétition puisse être saine. La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire a été créée en août 1973 sous la forme d'une direction du ministère de la fonction publique. En octobre 1989, à la demande générale des syndicats de fonctionnaires, l'État ivoirien se désengage de la gestion de la MUGEFSI et confie celle-ci aux fonctionnaires. Une page culturelle pour terminer cette édition. Le palmier à huile et le raffia dans la vie sociale et économique du Naï. Pratique, résilience et cohésion sociale. C'est le thème de la deuxième édition du Naï Festival 2021. Festivité qui rassemble le peuple de tout le Pleu autour de sa culture. Le lancement a eu lieu au cours d'une conférence de presse à l'hôtel du district d'Abidjan. Mireille Abalé et Marius Siri nous en parlent. Fédérer tous les fils de tout le Pleu autour de la culture Naï. Tel est l'enjeu majeur du Naï Festival, initié par la ministre Anne-Désirée Ouloto. Il se tiendra les 27 et 28 décembre 2021 à la place Alassane Ouattara de tout le Pleu. Pour cette deuxième édition, plus de 3500 festivaliers sont attendus. Le palmier à huile le raffia dans la vie sociale et économique du Naï. Pratique, résilience et cohésion sociale. C'est le thème retenu cette année. C'est un festival fédérateur. Alors cette année, nous voulons promouvoir nos valeurs culturelles qui sont en perte de vitesse, notamment les pratiques que nous faisons des dérivés du raffia, du palmier à huile. Au programme de ce grand rassemblement, des conférences, des jeux issus du terroir, des concours culinaires, danse et chants traditionnels, compétition du meilleur apparat, exposition vente et visite guidée de sites touristiques. Le festival Naï permettra de booster l'activité économique de la région, mais aussi, pour les fils de tout le Pleu, ce sera une belle occasion de retrouvailles. C'est une fierté aujourd'hui pour moi pour dire que le raffia, on peut se faire tout dedans. La preuve, vous me voyez, je suis habillée à raffia. Vraiment, c'est l'occasion de dire merci à Madame la ministre. Franchement, l'événement est le bienvenu. Vous savez, tout le Pleu, nous qui sommes nés à tout le Pleu, c'est très nostalgique. Cadre de renforcement de la cohésion sociale et de promotion de la culture du peuple ouai de tout le Pleu, le festival Naï a pour ambition de s'internationaliser d'ici à 2 ans. Et ce, grâce à des partenariats avec des associations internationales. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes sont en cours sur Business 24 Africa, la télé utile.